Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce Terre d'Info, le JT en direct de la 70e foire de Châlons-en-Champagne. Un JT que je qualifierais aujourd'hui de pétillant puisque nous allons parler champagne, mais champagne côté coulisses, pour nous rendre compte que finalement pour produire le vin le plus célèbre au monde, eh bien, on tient compte également des notions d'environnement et des notions de développement durable. Nous nous intéresserons aussi à l'installation des jeunes agriculteurs, quels débouchés, quelles opportunités pour les jeunes et aussi quelle formation. Ce sera le thème du débat de cette édition. Et puis je vous rappelle que vous pouvez intervenir tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Campagne TV, hashtag TDI. Vous pourrez également intervenir sur Facebook ou sur le site campagnetv.com. Mais tout de suite, place à l'actu. Et quand on parle champagne, on parle patrimoine. Et justement, il y a tout juste un an, les maisons de champagne et les caves de champagne ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance sans doute, mais aussi un nouveau défi à la fois pour les producteurs de champagne, mais aussi pour les professionnels du tourisme. Et de tout cela, nous en avons parlé il y a quelques heures avec Pierre-Emmanuel Tétinger, le président de la maison de champagne qui porte son nom. Pierre-Emmanuel Tétinger, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez porté ce grand projet d'inscription, j'allais dire de la Champagne et de sa spécialité au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, comment ça s'est passé? Quelle a été l'idée de départ? Tout d'abord, je succède à un homme qui a porté le projet, mais qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelait Pierre Cheval, et qui était un ami du monde de la viticulture champenoise. Et Pierre, son idée de départ, c'était d'ajouter à la cathédrale de Reims, à l'abbaye de Saint-Remy, à Notre-Dame de l'Épine et au Palais du Thau, d'autres sites champenois à l'inscription au patrimoine mondial. Et grâce à son action, il a réussi à faire avec une équipe et l'aide de toutes les forces de notre région, à faire 14 nouveaux attributs au cœur de la ville d'Épernay, l'avenue de Champagne, les coteaux historiques et les vestiges souterrains, les crayères de la colline Sénécaise à Reims. Donc nous avons 14 nouveaux attributs, 13 nouveaux attributs inscrits au patrimoine mondial. Tout ça pour valoriser bien sûr notre patrimoine historique, notre région qui a été marquée terriblement par la Première Guerre mondiale, qui en a beaucoup souffert et qui maintenant doit, avec ces classements, continuer à améliorer son rayonnement, avec bien sûr au cœur de ce rayonnement le champagne. Alors comment ça se prépare un dossier comme ça? Parce que c'est vrai que l'UNESCO c'est une énorme machine, il faut convaincre des gens qui ne sont pas forcément ni français ni champenois. Alors il faut combien de temps Il a fallu 10 ans à Pierre Cheval et à son équipe pour constituer un dossier tout à fait remarquable. Toutes les forces de la région y ont contribué, les forces bien sûr politiques, mais culturelles, sociales, économiques, et pour obtenir ce magnifique résultat. La région de Champagne, nos sites ont besoin d'être plus connus. Il y a toujours en France la tentation du Sud. On passe de Paris directement à la Côte d'Azur. On visite aussi bien sûr des grandes régions viticoles comme l'Alsace, qui a été peut-être un peu moins marquée par la Première Guerre, ou le Bordelais, ou la Bourgogne. Et finalement, la Champagne a été retenue en grande partie aussi grâce à la qualité de son dossier. Alors c'est justement, vous le disiez, le tourisme qui est important dans cette affaire. On voit qu'en matière de tourisme, il y a une baisse de fréquentation à Paris et sur la Côte d'Azur. Est-ce que justement, vous comptez avec ce classement à l'UNESCO faire venir les touristes en Champagne? Absolument. Et pour ce faire, on a, pour consolider quelque part cette magnifique mise en avant avec ces inscriptions, nous avons lancé l'idée, j'ai assisté à la première réalisation de cette idée, d'un séjour des réconciliations qui a lieu en Champagne, qui aura lieu en Champagne tous les ans, avec au cœur de ce séjour, en début juillet, la marche des réconciliations, où du monde entier, on viendra marcher autour de ce thème de la réconciliation dont nous portons la légitimité. C'est à Reims, dans la cathédrale de Reims, que les deux grands pays fondateurs de l'Europe, l'Allemagne et la France, se sont réconciliés, et ce thème, il est porteur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on vienne du monde entier se réconcilier d'abord avec la vie, quand on a subi un grave problème personnel, un accident, une maladie, un drame familial ou professionnel, et puis réconcilier des familles, des villages, des villes, des pays, pourquoi pas, qu'on vienne se réconcilier en Champagne, dans nos sites, terre d'accueil,
c'est-à-dire de générosité et aussi autour, pourquoi pas, d'une coupe de champagne. Je crois en tout cas que ce concept de séjour des réconciliations, où il y aura des fêtes, où il y aura cette marche, où il y aura un trophée des réconciliations qui sera remis à des beaux exemples des réconciliations, viendra mettre en valeur ce travail de la mission UNESCO. Je rappelle que l'UNESCO, c'est la paix par les valeurs culturelles et scientifiques. Et donc, on est au cœur de ce projet-là en Champagne. Les professionnels vous suivent. Est-ce que c'est contraignant, par exemple, pour des hôteliers, des restaurateurs? Non, les professionnels nous suivent. Et il y a aussi, je dois dire, dans le projet UNESCO, un projet d'embellissement. On a été, comme je l'ai déjà dit, très marqué par la Première Guerre mondiale. C'était il y a 100 ans, mais c'était hier. On le vit, nous encore. Beaucoup de villages, beaucoup de villes, tout ça a été détruit. On doit embellir notre région. L'Alsace accueille 6 millions de visiteurs par an. Notre région en accueille 1. Eh bien, je m'inscris dans un projet où on va en accueillir beaucoup plus. Et puis, il y a la candidature de Reims 2025 pour l'exposition universelle avec d'autres villes de France où la mission UNESCO va aussi jouer un rôle important. C'est un formidable coup de projecteur, finalement, pour vous, ce classement. C'est un coup de projecteur à la condition que ça soit un point de départ. C'est pas une destination finale d'avoir eu des inscriptions. Maintenant, il faut que nous soyons dans l'univers UNESCO, une des régions du monde les plus emblématiques pour son dynamisme, son ambition, sa générosité. Moi, je crois beaucoup à ce mot pour la Champagne, mais aussi pour la France. Et je crois que rien ne se fait sans générosité, sans geste du cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je ressens la présidence de cette mission. Ça va permettre de faire comprendre aux étrangers que Champagne, c'est pas uniquement des bouteilles d'une boisson célèbre à travers le monde, qu'il y a autre chose, des terres, des hommes, voilà, des lieux. Le champagne, c'est pas seulement un vin, mais c'est un symbole. Symbole de fête, de paix, de réconciliation, d'amour, d'accueil, de générosité. Il y a un caractère divin dans le champagne. C'est quand même un paradoxe de voir que dans ces terres qui ont connu parmi les plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité, on fait le vin du bonheur. Eh bien, ce paradoxe, moi, je le trouve très fertile. Et avec l'UNESCO, j'essaye de le faire vivre au maximum. En conclusion, vous avez des objectifs en termes de nombre de visiteurs, de touristes? Ah bah oui, l'objectif c'est de passer de 1 à 2, voire 3 millions de visiteurs autour de nos sites, autour de la symbolique du champagne, autour de ce que l'UNESCO propose et autour de ce séjour des réconciliations et de cette marche. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci. Retour sur le plateau de Sauternes Info, le JT en direct de la 70e foire de Châlons-en-Champagne. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est sans doute le vin le plus célèbre au monde. Il représente à lui tout seul 30% des exportations de tous les vins produits en France. Côté chiffre d'affaires, c'est 11 milliards d'euros. Et côté excédent commercial, eh bien, c'est le deuxième secteur, juste après l'aéronautique. Mais voilà, aujourd'hui, pour maintenir les positions, les producteurs de champagne ont besoin de dire d'autres choses, de faire passer d'autres messages, messages d'environnement, messages de développement durable. Et c'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Maxime Toubar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des vignerons. Et Xavier Muller, vous êtes le président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la coopérative de Mailly Grand Cru. Mais avant de vous retrouver, messieurs, voyez ce reportage. Il résume tous les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, justement, pour être plus proche de l'environnement et être plus proche de cette notion de développement durable. Voyez plutôt. La certification viticulture durable en Champagne est une certification environnementale viticole développée par l'interprofession champenoise. Donc elle a pour but de donner un guide aux vignerons dans leur quotidien, dans leur pratique au quotidien. On parle de certification viticulture durable en Champagne depuis 2014, mais en réalité c'est une démarche qui date déjà de 2001. On parlait alors de viticulture raisonnée. Cette certification viticulture durable en Champagne comprend sur sa dernière version 123 points qui brassent plusieurs domaines. C'est une certification assez ambitieuse. 123 points qui donnent un cadre pour la gestion de la biodiversité, de la stratégie phytosanitaire, mais également de la gestion de l'eau, de la fertilisation. Mais pas que, et également concernant les paysages, la préservation du terroir, la gestion des déchets et également la nécessaire réduction d'empreinte carbone.
Les différents intérêts des viticulteurs pour cette certification, ils sont multiples. Donc répondre déjà aux attentes des clients et je dirais même de la société en général. Faire reconnaître leurs pratiques. C'est également un bon moyen donc, de refaire le point sur la réglementation et éventuellement, si quelques points pêchent, de se mettre en conformité. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de viticulteurs donc, certifiés viticulture durable en Champagne. Alors, la Chambre d'agriculture m'a accompagné, bien sûr, ces 2 jours de formation en juillet 2015. Après, il nous propose également aussi de nous suivre pour le pré-audit. Je trouve que c'est très bien, le pré-audit. Au mois de mars dernier, j'ai pris contact avec un certificateur pour justement se faire certifier. Et puis on m'a tout de suite mis en relation avec l'auditeur pour prendre rendez-vous. Et en fait, on a eu rendez-vous un lundi matin, le 2 mai dernier. Et puis à 9 h du matin, cette personne était bien là à l'heure, avec tout son matériel, c'est-à-dire ordinateur, puis tout le questionnaire, le référentiel des 125 mesures. On a commencé par la mesure 1 jusqu'à la 125e mesure, qui s'est terminée vers 17 h. Mais entre deux, quand même, nous sommes allés un peu plus de 2 heures dans les vignes pour constater sur le terrain de notre travail également. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir cette certification, mais c'est pas seulement être fier en fait, c'est pour l'avenir de nos enfants, la transmission, c'est d'avoir des beaux paysages propres. Et c'est vrai que de faire un métier, et surtout ce métier de la terre, que de le faire bien puis en respectant l'environnement, c'est déjà toute une grande satisfaction. Alors Maxime Touba, s'inscrire dans ces démarches de développement durable, c'est quoi? C'est une prise de conscience qu'on ne peut plus produire comme avant ou c'est juste du marketing? Non, c'est une prise de conscience. Vous savez, aujourd'hui, les consommateurs que nous sommes, que vous êtes et puis que je suis, ont besoin aujourd'hui de connaître ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. On a aujourd'hui, les consommateurs ont envie de savoir, donc c'était important que la Champagne se positionne. Donc une demande forte des consommateurs. Et puis aujourd'hui, on sent bien que les questions environnementales sont des questions importantes, où que l'on se trouve dans le monde. Donc c'est important pour nous de répondre présent. Et puis ensuite, on est une appellation d'origine contrôlée, donc qui peut évoluer et qui doit évoluer. Donc c'était important aussi qu'en tant qu'AOC, on fasse évoluer nos pratiques, nos cahiers des charges. Donc c'était important que la viticulture de Champagne s'inscrive dans cette démarche. Il y a une demande française, mais est-ce que cette demande, elle est la même, par exemple, quand vous exportez aux États-Unis ou en Chine? Oui, il y a une demande française clairement affichée. Puis aujourd'hui, le consommateur de Champagne ou le consommateur de vin a besoin de comprendre, c'est-à-dire avoir des produits authentiques, des produits qui sont tracés. Donc c'était important que la Champagne se positionne sur ce créneau. Xavier Muller, tout ça, c'est très contraignant ou est-ce que tout le monde a suivi? Non, c'est pas du tout une contrainte. Je dirais que la viticulture champenoise s'est inscrite déjà depuis 15 ans dans cette démarche-là. C'est pas d'hier, c'est pas de... Voilà, chez nous, par exemple, ça fait plus de 20 ans qu'on était déjà inscrit dans le durable. Donc on essayait de réduire les désherbants, qu'on essayait de réduire les intrants. Pourquoi? Parce qu'on est les premiers concernés aussi. Je dirais qu'il y a, oui, certes, le consommateur, c'est important. C'est lui qui va au final acheter nos produits s'il les aime et s'il est content de la façon dont on les produit. Mais nous aussi, on y est tous les jours dans nos terres de Champagne. Et je dirais que moi, j'ai hérité des vignes de mon père et de mon grand-père. Il me les a données dans l'état qui les a travaillées. Moi, j'ai le devoir de les céder à mes enfants et petits-enfants en bon état. Et je crois que c'est une vraie prise de conscience. C'est mondial. De toute façon, tout ce qui est environnemental, c'est une vraie prise de conscience au niveau mondial. Donc de toute façon, la Champagne étant ce qu'elle est, le plus beau des vins et le roi des vins, on se doit d'avancer peut-être un peu plus vite que les autres et donc de passer la vitesse supérieure. Alors vous le disiez, c'est pas nouveau, c'est un petit peu en Champagne l'équivalent du bourgeois gentilhomme de Molière qui faisait de la prose sans le savoir. Alors sur ce qui s'est fait ces dernières années, ces dernières décennies, voyez ce reportage. Christian Renard, bonjour. Bonjour. Alors c'est ici, au cœur du vignoble, que nous avons souhaité aborder le sujet de la viticulture durable. Alors depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de démarches
ont été entreprises pour mieux respecter l'environnement. Un premier axe concerne l'utilisation des produits phytosanitaires. Quel est le bilan au bout de 15 ans d'actions qui ont été menées dans ce domaine? Alors, en une quinzaine d'années, la Champagne a divisé par 2 la quantité des produits phytosanitaires utilisés. Mais au-delà de cet aspect quantitatif, également un aspect qualitatif. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont beaucoup plus respectueux de la santé, de l'applicateur, mais également de l'environnement. La moitié des substances autorisées sont utilisées ou utilisables en viticulture biologique. On parle beaucoup de changement climatique et de son impact sur le vignoble. Également dans ce domaine, la Champagne était précurseur puisque en 2003, elle a réalisé son bilan carbone et engagé un certain nombre d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, où en est-on aujourd'hui? Ce bilan carbone a été fait en 2003. Derrière, un plan d'action a été mis en place, donc selon 5 axes majeurs, avec 15 points importants concernant la recherche et le développement, et au bout du compte, une cinquantaine d'actions. La plus visible de ces actions, la plus emblématique, est l'allègement de la bouteille. L'impact de l'utilisation de ces bouteilles allégées, c'est une réduction de l'empreinte carbone de 8000 tonnes par an, ce qui représente l'équivalent de la circulation de 4000 voitures, et ce depuis 2011. Enfin, l'interprofession joue un rôle majeur dans l'engagement environnemental de la filière. Quelles aides vous apporte le CIVC dans votre démarche? Les services techniques du CIVC nous apportent des conseils qui peuvent être collectifs, qui peuvent être personnalisés, et puis nous mettent à disposition beaucoup d'outils d'aide à la décision, des guides, des référentiels. Par exemple, nous avons à disposition une carte de l'aptitude à l'enherbement des sols. Ça peut être également un calculateur carbone pour que chacun puisse mesurer l'empreinte carbone de son exploitation. Alors, Maxime Toubar, il y a un certain nombre de documents de certification. Alors, pour y voir un peu plus clair, quelles sont les différentes certifications pour les vignerons de Champagne? Alors, nous avons créé une certification viticulture durable en Champagne. C'était important que les viticulteurs de Champagne puissent avoir leur propre certification. C'est 125 points, on en reparlera peut-être un petit peu par la suite, mais c'était important qu'on ait une propre certification. Alors après, vous avez du HVE, vous avez du Terravitis, du Calanvi, donc il existe aujourd'hui pléthore de certifications. Nous, on a une certification propre et chaque vigneron s'engage à différents niveaux. Donc il fait déjà un audit, un pré-audit. Et puis après, je dirais, chacun doit s'engager à son rythme dans cette certification. Ça prend combien de temps pour être dans les clous, pour obtenir cette certification? Alors, ça peut aller très vite pour certains et certaines d'entre nous, parce qu'il y a déjà des gens qui sont très en avance. Et puis, il y a besoin d'un accompagnement pour d'autres, donc qui peut-être nécessitent un peu plus de changement. Donc, chacun à son rythme. Et la certification ne se limite pas à la production du champagne. Les bâtiments, par exemple, sont aussi importants. Donc, on a 125 points qui ne sont pas que sur le process. Hein. On a, je dirais, de la production de raisin jusque, je dirais, au bout de la chaîne, quoi, hein. Donc c'était important aussi qu'on balaye l'ensemble du processus de champagne, de la production de raisin jusqu'au bout. Xavier Muller, tout à l'heure je vous demandais si c'était contraignant. Non, mais vous, par exemple, cette démarche, c'est combien de temps pour pouvoir aller au bout du bout? Si on s'est engagé, comme je disais, depuis une quinzaine d'années à essayer d'avancer et d'évoluer sur des techniques plus raisonnables et respectueuses de l'environnement, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, au niveau de la coopérative, on était déjà une bonne quinzaine à avoir avancé là-dessus, sur 78 vignerons. Et en un an de temps, on a été certifié. Finalement, on avait tous les points qui étaient ouverts. C'était relativement simple à faire et rapide. Après, je dirais que ceux qui ont un petit peu attendu, aujourd'hui, il faut qu'ils rattrapent un petit peu les choses, qu'ils s'engagent dans des démarches. Alors, la certification n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit certifié. Ce qui est intéressant pour la Champagne, c'est que l'ensemble des vignerons de la Champagne s'engagent dans cette démarche. Ça veut dire progressent et vont modifier leur façon de travailler les vignes. Il y a une dynamique qui est en route. C'est une vraie dynamique, oui. Et puis je dirais que, comme dans toutes nos professions, chacun regarde ce que fait l'autre un petit peu. Et je dirais que quand il y a des évolutions sur les vignes des voisins et que ça prend un peu d'ampleur, je dirais que ceux qui restent un peu à la traîne, à un moment, ils se font un peu emmener quand même parce qu'ils se disent, mince, je vais pas rester trop à la traîne, quoi. Justement, dans un univers très concurrentiel, ça permet de faire la différence aujourd'hui? Ça peut, c'est vrai, ça peut, hein, d'un côté un peu plus commercial. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que Xavier vient de dire, c'est que les usages de champagne, beaucoup de gens pratiquent déjà ces points-là. C'est vrai qu'on est peut-être pas en avance par rapport aux autres, mais on a su prendre conscience des changements qu'on devait opérer. Ça fait 20 ans qu'on est vraiment dans une démarche de qualité. Donc pour beaucoup, il n'y a pas de gros efforts à faire. Il y en a quelques-uns, bien sûr, toujours qui sont un peu à la traîne, mais
grosso modo, on peut dire que naturellement, les vignerons s'engagent dans cette démarche et il n'y a pas de gros efforts à faire. Et puis c'est vrai, vous l'avez dit, aujourd'hui dans un système concurrentiel, le consommateur aujourd'hui est en quête d'authenticité, de traçabilité. Donc parfois, en effet, nous avons des clients qui recherchent le vigneron qui va produire d'une manière un peu différente, qui va pouvoir expliquer les démarches qu'il a entreprises. Je pense que le consommateur aujourd'hui a besoin aussi de comprendre l'histoire du viticulteur, du champagne. Donc c'est important pour nous d'avoir une belle histoire et ça fait partie de cette belle histoire. Alors, Xavier Muller, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, dans vos parcelles, dans vos vignes, quelles ont été les choses les premières choses que vous avez mises en place, que vous n'avez plus fait ou que vous avez fait? La première des choses qui est très visible et puis qui est vraiment concrète, c'est voilà, la génération de mon père, c'était plutôt tout désherbant sur les sols, donc pas d'herbe dans les vignes. Moi, je suis arrivé, j'ai dit tout désherbant, ça me va plus bien. On a diminué fortement les doses. On a investi sur des tondeuses, on a investi sur des intercepts, c'est-à-dire des charrues. Et aujourd'hui, même, je commence à recharuter l'ensemble de mes parcelles pour ne plus utiliser du tout de désherbant. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des gros changements qui a un impact effectivement sur l'environnement, sur les nappes phréatiques, qui aura un impact positif dans le temps. Ça prendra du temps, mais voilà, c'est des vrais changements. Je dirais aussi la réduction des traitements. Avant, ça se faisait plutôt... il y a plus de 20 ans, c'était plutôt systématiquement tous les lundis ou tous les je sais pas quoi, on traitait parce que les produits n'étaient pas sûrs et qu'il fallait préserver une qualité pour les raisins, parce que c'est quand même ça notre métier, c'est de produire des beaux raisins pour faire des bonnes bouteilles de champagne. Faut pas quand même aller dans un sens inverse, c'est-à-dire dire on ne traite plus, on ne fait plus rien et obtenir des raisins qui soient de mauvaise qualité. Donc il faut un juste équilibre. Maintenant, avec toute l'informatique, les stations météo, toutes les prévisions, on peut effectivement réduire fortement les traitements, toutes les interventions phytosanitaires et réduire fortement les IFT, c'est-à-dire l'indice de fréquence des traitements. Voilà, pour moi, concrètement, je suis passé à l'époque où j'ai démarré 18-19 IFT. Maintenant, je suis plutôt souvent en dessous de 10. Et vous faites des économies parce que si vous utilisez moins de produits, alors on va dire de produits chimiques pour que nos amis téléspectateurs comprennent bien, vous y retrouvez? Alors, c'est-à-dire ou est-ce que vous travaillez plus? On a déplacé l'argent. On le met moins dans les produits phytopharmaceutiques. Donc ça, moi, ça m'arrange. Je donne moins d'argent aux gens qui produisent des produits. Et par contre, j'ai investi sur des charrues. C'est pas neutre. C'est des matériels qui coûtent très cher. Après, il y a des heures de travail à y passer parce que quand on passe la charrue, on passe plus de temps que de passer du désherbant. Mais bon, je dirais qu'on a déplacé les coûts de production. Alors après, moi, je préfère effectivement prendre mon tracteur et aller passer la charrue que d'aller étendre des désherbants sur les sols. Voilà. Maxime Toubar, quand on regarde toutes ces démarches, on se dit tiens, finalement, on pourrait avoir du champagne bio. Alors champagne bio, mythe ou réalité? Alors ça existe, aujourd'hui il y a à peu près 1% de la Champagne, donc de la surface de la Champagne qui est en bio. Vous savez, on est sur un climat septentrional, chaud et humide, donc c'est le vignoble le plus au nord de France et c'est compliqué. Donc c'est compliqué, c'est faisable. Par contre, on ne peut pas dire demain 100% de la Champagne en bio. On est 100% écologique. C'est-à-dire que 100% de nos territoires de Champagne, on fait attention à ce qu'on fait, on applique le produit quand il faut, on ne fait pas systématiquement, comme le disait à l'instant Xavier, on ne fait pas du systématique tous les lundis, on fait attention à ce qu'on fait. Donc 100% bio, c'est pas possible, on le sait. Puis le marché n'est pas aujourd'hui présent pour ça. On a aussi besoin d'avoir un consommateur bio en face et on sait aussi que aujourd'hui les prix des produits bio ne sont pas les mêmes que les prix des produits, je dirais, normaux, si je peux me permettre. Mais on est dans une démarche écologique clairement affichée aujourd'hui. Alors justement, il y a une question qui revient régulièrement sur le compte Twitter #TDI. C'est est-ce que le fait d'avoir un champagne fait avec cette nouvelle méthode, ça change le goût du champagne? Non, ça ne change pas le goût du champagne. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai que c'est important à dire. Ça va peut-être donner plus d'authenticité. On va avoir plus le goût du terroir, mais structurellement, ça ne changera pas la qualité du champagne et le goût du champagne. Et Xavier Muller, ça change quelque chose au niveau du prix aussi, puisque finalement, vous dites on déplace les coûts et plus de main-d'œuvre, finalement, ça renchérit un peu le coût de la production? Je dirais que c'est une nécessité en Champagne que de garder un prix du kilo à sa juste valeur. Alors oui, il y a des efforts qui sont faits par les vignerons, des gros investissements.
c'est du temps à passer, donc de l'argent. Effectivement, ça a un coût. Oui, le raisin et le champagne vaut ce qu'il vaut en Champagne, mais c'est sa juste valeur. Si on veut baisser le prix du champagne et produire du champagne vraiment bas de gamme, on ne pourra pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Clairement, on reviendra à des cultures intensives, voilà, et qui n'est pas demandé par le consommateur. Donc il faut que le champagne reste à son niveau de prix pour rémunérer le vigneron et les salariés. Il y a beaucoup de main-d'œuvre d'utiliser en Champagne aussi, hein, c'est important. Hein. On est des gros pourvoyeurs de main-d'œuvre, donc c'est important puisque voilà, c'est aussi l'économie française aussi qu'on fait tourner aussi. Hein. Du champagne bas de gamme, ça existe ça ? Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de champagne bas de gamme. Il y a peut-être des champagnes qui ne sont pas valorisés comme il le faudrait, mais bas de gamme, non. Parce qu'on voit des enseignes, des hard discounters par exemple, qui proposent des bouteilles à pratiquement moins de 10 euros. Alors ça, on est un peu confronté au fait qu'on devient un produit d'appel pour beaucoup de discounters, c'est-à-dire qu'on vous propose du champagne pas cher, ça attire le client qui vient dans la grande surface et qui en profite pour acheter autre chose. Donc bien sûr que le vigneron ne vend pas sa bouteille au prix où elle est vendue, hein, il la vend plus cher, mais les grandes surfaces acceptent de perdre une partie de leur marge et même du prix du produit pour attirer le consommateur dans sa boutique. Donc ça, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est très inquiet par rapport à ça, parce que quelque part, trouver des champagnes au prix où on les trouve aujourd'hui, on peut semer le doute dans l'esprit du consommateur qui se dit du champagne à ce prix-là, c'est qu'il y a un souci, c'est que la qualité n'est pas là, donc on est un peu victime d'un système économique et fiscal qui fait et commercial surtout, qui fait qu'on veut attirer le client avec un produit d'appel, et le champagne fait partie de ce produit d'appel. Alors en conclusion, je voudrais qu'on parle un peu du nouveau millésime, en tout cas des vendanges. On a vu que certains de vos collègues ailleurs en France ont beaucoup souffert de la météo cette année. Quid du champagne, M. Muller ? Écoutez, moi je suis assez optimiste. Année difficile techniquement, c'était une vraie année de vigneron. Donc il fallait être présent, il fallait suivre ses vignes, il fallait effectivement traiter quand il fallait traiter. C'est une année de vigneron, c'est une année où on travaille plus ? Une année de vigneron, c'est le vigneron qui passe du temps dans ses vignes, qui va tous les matins voir un petit peu ce qui se passe, qui voit les évolutions, les attaques de mildiou, qui réagit rapidement, qui traite ou qui traite pas, voilà, qui prend les décisions, qui est présent sur son vignoble et qui c'est son métier. Voilà. Et puis je dirais, moi je suis assez serein. Je me dis oui. Au niveau de la quantité, il n'y a pas ce qu'il faut. Effectivement, il y aura sûrement des petits rendements en Champagne. Mais qui dit petit rendement dit peut-être grande qualité des vins. Alors moi, on vinifie chez nous et j'arrête pas en ce moment de me battre un petit peu pour refaire passer un message positif. On a du beau temps depuis pratiquement un mois. Il arrive juste à temps. Je vois la semaine prochaine encore anticyclone assez bien positionné, donc encore du beau temps. On pourrait faire une récolte de très grande qualité au niveau des vins. Ça pourrait être un beau millésime, ça, Maxime Touba ? Exactement, écoutez, on espère. Puis on a un système de réserve individuelle en Champagne qui nous permet de compenser les déficits. Donc on a stocké les bonnes années du vin en réserve, donc on débloque les années un peu plus dures. Comme l'a dit Xavier, année compliquée, même si on est optimiste, année compliquée au niveau de la quantité. Donc on débloquera une partie de notre réserve individuelle qui fait qu'on compensera. Il n'y aura pas, il y aura pas d'incidence sur les volumes de champagne, donc sur les prix, Donc voilà, donc on est serein, je pense que les vignerons sont sereins, Xavier l'a dit, il fait beau, les volumes de réserve sont là, donc on devrait trouver ce qu'il faut pour faire du bon champagne et qu'on puisse encore partager de bons moments autour de bulles de champagne. Et une dernière question, démarrage des vendanges, ce sera pour combien ? À Mailly par exemple ? Nous on estime vers le 22, mais ça pourrait avancer un petit peu. Pour vous aussi ? La journée accélère un petit peu, donc entre le 15 et le 20 pour les premiers coups en effet, de sécateurs en Champagne. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait rêver avec ce champagne. Nous avons montré aussi que la protection de l'environnement et tout ça fait partie de la réalité champenoise. Tout de suite, c'est le débat de ce JT. Alors, nous allons parler d'un sujet ô combien sensible et depuis longtemps. Et ce sujet, c'est celui de l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, quelques chiffres, chaque année, 16 000 agriculteurs en moyenne s'installent, soit 4 000 de moins qu'il y a 20 ans. Et d'ici 10 ans, une exploitation sur 2 sera à vendre, à reprendre. Alors, quel avenir pour les agriculteurs ? Est-ce qu'il y aura encore des jeunes agriculteurs nombreux sur le territoire ou est-ce que nous assisterons à une concentration des hectares et avec finalement moins d'agriculteurs pour les gérer? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Béatrice Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la FDSEA de la Marne.
Et Thomas Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs de la Marne. Alors, pour être très clair, quel avenir pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui, Thomas? L'avenir, il est compliqué en soi parce que, je veux dire, aujourd'hui, on voit bien les difficultés que le monde agricole traverse tous les jours. On sait, on traverse des crises perpétuelles. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, qu'est-ce qui pousse un jeune encore à s'installer aujourd'hui? Alors, la réponse, elle est toute simple. Je pense que la réponse, c'est la passion du métier, c'est l'envie de faire ce métier-là. Mais après, voilà, va falloir que des choses changent pour pouvoir continuer à ce qu'il y ait encore des agriculteurs demain en France. Et ça, c'est un message aux politiques qu'il faut faire passer parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le luxe d'attendre. Il est urgent d'intervenir. Malgré tout, la passion du métier, d'accord, mais le nombre d'agriculteurs baisse au fur et à mesure. Ça ne fait plus forcément rêver l'agriculture aujourd'hui. Peut-être quand on est fils d'agriculteur, mais quand on n'est pas fils d'agriculteur, quand on est par exemple citadin, ce n'est pas forcément le métier qu'on va choisir. Alors, on a un retour aussi de la part des citadins ou de ce qu'on appelle des hors-cadres familiales, parce que c'est un peu comment on classe, disons, les jeunes qui ne viennent pas du milieu agricole. Il y a une envie. Après, pas forcément l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, qui est développée aujourd'hui. C'est un peu plus d'agriculture de proximité, c'est une autre forme d'agriculture. Mais il y a une envie. Après, maintenant, ce qui manque clairement, c'est les moyens pour ces jeunes qui sont dits hors-cadre familial. Ou hors-cadres familiaux plutôt, et qui, où voilà, aujourd'hui il va falloir aller chercher des financements, des assurances, enfin voilà, il y a tout un système qu'on est en train d'essayer de mettre en place aussi par rapport à ça. Et est-ce que la situation d'installation, ce déficit d'installation qu'on voit au niveau national, on le ressent également dans la région Grand Est? Oui, on la ressent forcément. Alors on avait fait une étude il y a assez peu de temps où là, c'est là que les enjeux vont être importants, c'est que voilà, on estime que dans les 5 à 10 ans, il y a à peu près 50% des agriculteurs qui vont partir en retraite. Donc quand on dit ça, ça veut dire qu'il va falloir amener un fort taux de renouvellement dans des générations, tout simplement au niveau des exploitations, si on ne veut pas que ça parte à l'agrandissement des exploitations déjà existantes. Donc là, c'est là où il faut qu'on travaille effectivement sur la transmission des exploitations, sur des nouveaux dispositifs un petit peu plus innovants qui pousseraient les jeunes, dits aussi hors cadre familiaux, à pouvoir s'installer dans des exploitations. Alors on va voir en détail ces différents dispositifs. Béatrice Moreau, il y a quelques années, votre vice-présidente, la vice-présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, à l'époque où elle était présidente des jeunes agriculteurs, disait « Je veux plus de voisins que d'hectares ». Aujourd'hui, c'est un petit peu raté, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une concentration des exploitations et c'est peut-être ça qui les rend non reprenables. Alors, pour compléter ce qu'a dit Thomas, aujourd'hui, ce qui est important à bien prendre en compte, c'est qu'il y a un apport de capitaux qui est important à avoir au départ et qu'effectivement, ça peut faire peur à certains de ne pas passer le cap de s'installer. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a un message fort qui est depuis plusieurs années, c'est qu'il faut une exploitation sur laquelle on peut vivre humainement et économiquement. Et je m'entends en disant ça, qu'il faut que humainement, ça ne soit pas insupportable tous les jours de se lever pour aller travailler et puis perdre de l'argent à côté. C'est ce qui se passe dans le monde du lait aujourd'hui. Donc économiquement, il faut aussi que ça fonctionne. Donc il faut se rendre compte qu'il y a des superficies paliers à avoir ou nombre d'animaux à avoir pour passer économiquement. Donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est pour ça qu'effectivement, on a une superficie moyenne qui a augmenté par exploitant et qu'il y a un petit peu moins d'exploitants en France par rapport à il y a quelques années. N'empêche que le discours d'avoir des voisins, d'avoir des gens avec qui on peut travailler et échanger tout au long de l'année est maintenu. Et hyper important à se dire, c'est-à-dire que moi demain, et je crois que c'est un message qu'on a entre JA et FNSEA qui est porté, c'est moi demain, je veux des hommes sur le terrain qui puissent être encore là demain, quoi. Alors justement, si on parle d'argent, un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, Thomas, il faut qu'il ait déjà dans sa tirelire combien de centaines de milliers d'euros? Alors ça c'est variable en fonction des exploitations. C'est un chiffre qui n'est pas évident à dire. Enfin après, ça dépend déjà si on veut être maître totalement du foncier ou pas, si on le loue, si on le loue pas. Après il y a tout ce qui est charge de structure, donc ce qu'on appelle donc le matériel. S'il fait partie d'une CUMA, pas d'une CUMA. Aujourd'hui on peut aussi s'installer à des coûts assez faibles
ne serait-ce que dans des exploitations un petit peu sociétaires, où on rentre en achetant du capital, ou enfin des parts sociales plutôt, et où on peut travailler avec du matériel en CUMA et puis essayer de se En faire... CUMA, donc pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas les spécialistes, c'est en fait une coopérative où on se partage le matériel. C'est ça, oui. Effectivement, donc l'idée c'est de diminuer les charges en fait de mécanisation qui sont quand même assez élevées en règle générale sur les exploitations françaises. Et voilà, il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Maintenant, voilà, un coût, ça peut être 500 000 euros, ça peut être 1 million, ça peut être tous les coûts possibles et inimaginables. Et il faut une mise de fonds, bien sûr, mais il faut aussi après pouvoir compter sur des aides au développement. Alors, quel type d'aide justement ? Alors nous, on a nos aides, ce qu'on appelle la DGA, la dotation jeunes agriculteurs, donc voilà, c'est une aide de démarrage en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle, parce que l'idée c'était de partir du fait que quand on se lance dans une exploitation agricole, en fait, on met quand même au moins 1 an à commencer à pouvoir vendre des cultures, enfin voilà, peu importe, mais il y a un petit temps en fait. On n'a pas notre récolte tout de suite. Et l'idée c'était de dire comment on fait pour vivre pendant cette année-là où on a planté et on n'a pas récolté. Donc voilà, la DGA sert à ça. La DGA moyenne est autour de 15 000 euros à peu près sur le Grand Est. Alors ça évolue, il y a des fourchettes. Il y a des modulations, mais donc voilà, ça c'est une aide. Maintenant, il y avait à l'époque, donc là c'est encore d'actualité, tout ce qui était prêt bonifié, donc pour essayer de diminuer le coût des prêts pour aider le jeune à pouvoir s'installer, donc qui va être modifié à partir du 1er janvier certainement si tout va bien, on va dire, parce que voilà, il y avait encore un accord à avoir entre l'État, la région et puis nous, jeunes agriculteurs, pour pouvoir faire passer le nouveau dispositif qui serait une survalorisation en fait de la DGA à partir du 1er janvier. Mais après, par rapport à ça, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place par la région. Alors, j'allais dire, oui, il y a des dispositifs de la région Grand Est. Voilà, qui peuvent être mis en place. Alors là, la région Grand Est, elle est quand même assez récente en soi, et on est sur une base aujourd'hui des anciennes régions, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, qui sont pas tout à fait équivalentes, qui n'ont pas les mêmes historiques. Et un des gros travail donc qui va arriver là d'ici quelques temps, c'est d'essayer d'harmoniser l'ensemble du dispositif. Alors ça sera pas simple parce que les budgets n'étaient pas les mêmes en fonction des régions, mais on va essayer de travailler à ce que un jeune agriculteur de Champagne-Ardenne, d'Alsace ou de Lorraine soit à peu près traité au même niveau, quoi. Alors, Béatrice, l'idée n'est pas de dissuader nos téléspectateurs, nos jeunes téléspectateurs de devenir agriculteurs, mais quand on voit la situation, vous en parliez vous-même, du lait, mais également des céréales, des betteraves, ça fait plus rêver. Et est-ce que ça ne va pas être un frein, justement, à l'installation et en tout cas à la démarche de s'intéresser d'un peu plus près au métier d'agriculteur? Alors ça risque effectivement, les crises actuelles et puis l'ambiance peut-être un peu peut faire peur. Moi, ce que je tiens à dire aux téléspectateurs, c'est que le métier d'un agriculteur ou d'une agricultrice aujourd'hui, d'un éleveur c'est un métier par passion. C'est un métier sur lequel on transforme le vivant. Et c'est ce que j'explique souvent aux enfants, notamment aux miens, c'est-à-dire qu'effectivement, vous mettez une graine en terre et vous la menez jusqu'à son terme. Et ça, c'est un métier passionnant parce que vous allez tout faire pour que ça se passe bien. Alors, bien évidemment, vous avez la météo quand vous êtes céréalier sur laquelle vous ne pouvez pas jouer, mais tout le restant, vous pouvez jouer. Donc ça, c'est-à-dire que vous êtes libre d'entreprendre. Et ça, c'est une carte à jouer aujourd'hui, une liberté d'entreprendre. Et puis, vous pouvez expliquer ce que vous faites tous les jours. Vous pouvez expliquer à votre voisin, vous pouvez l'accueillir dans votre moissonneuse, batteuse, et lui dire, voilà, moi je récolte ce que j'ai mis en terre en septembre ou en octobre l'année dernière. Quand c'est du colza, c'est quasiment une plante qui est pas 12 mois de l'année, mais 11 mois de l'année en terre, qui couvre le sol. Vous pouvez expliquer la vie du sol, les vers de terre, enfin... et donc ça, je crois que c'est le challenge de demain, de dire, écoutez, ce que vous retrouvez dans votre assiette, nous on l'a mis en terre 12 mois, 3 ans plus tôt, je ne sais pas, selon... j'ai mis à élever un animal il y a 12 mois, il y a 18 mois, il y a tout ce pas de temps à expliquer, et je crois que ça, malgré l'ambiance économique aujourd'hui, ça ne changera pas. Et le consommateur, il a besoin de cette sincérité qu'on porte en nous, de pouvoir leur expliquer ce qui se passe, et de la fourche à la fourchette, c'est pas anodin, quoi. Il y a le savoir-faire, reste plus qu'à trouver le faire savoir. Voilà, alors le faire savoir, c'est pas toujours évident pour nous.
même si on est hyper sincère dans ce qu'on dit, on sait expliquer. Alors c'est pas évident pour un exploitant agricole d'être très bon technicien végétal, très bon comptable, très bon gestionnaire et encore plus communicant. Enfin voilà, il y a tout ça où on doit être parfait et donc c'est pas toujours idéal. Mais on y arrive, on essaye. Même chose chez les jeunes agriculteurs, le faire savoir. Chez vous, c'est très important, hein. Il y a des manifestations qui sont organisées tous les ans pour justement inciter les citadins à découvrir la réalité de l'agriculture. Oui, c'est ça. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on mise effectivement sur la communication externe et on a toujours aimé ça. Enfin, voilà. Enfin, c'est toujours agréable de discuter avec le citadin ou même pas le citadin, parce que vous savez, on habite en campagne et les 3/4 du temps, il y a plein de gens qui ne connaissent plus l'agriculture comme elle se passe aujourd'hui et il y a toujours des moments un peu féeriques. Alors c'est tout bête, hein, demain vous êtes éleveur allaitant, à chaque naissance, c'est toujours un moment assez particulier. Et ça, c'est ce qui continue à faire monter un petit peu cette passion et la faire pourvoir. Mais effectivement, nous, entre nos finales régionales de labour, on sert de cet écran en fait, hein, ou départemental, mais on sert de tous les écrans là, possibles et inimaginables, pour ramener un petit peu le consommateur en fait, venir au niveau du monde agricole, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Et vous savez, il y a beaucoup d'émissions de télé malheureusement qui nous font beaucoup de mal ou qui prennent des petits exemples pour en faire une généralité, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. L'agriculture est respectueuse de l'environnement, elle essaye de faire son maximum pour avancer, pour répondre aux enjeux climatiques, pour répondre aux valeurs et à la volonté du consommateur. Mais voilà, enfin, après, c'est, comme a dit Béatrice, c'est pas évident de faire savoir et de faire connaître notre métier. Aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, un agriculteur doit être capable de tout faire. Et c'est quand même très compliqué d'être bon sur tous les dossiers. Et c'est pour ça que des fois, on demande aussi souvent beaucoup de compréhension de la part de l'État, parce que on n'a pas des responsables qualité chez nous à tous les coins de rue qui sont là pour savoir si on est bien dans la norme ou pas dans la norme. Et des fois, l'écart, il peut se faire très très vite en pensant bien faire. Et à un moment donné, il faut que tout le monde puisse le comprendre et ne soyez pas toujours en train de taper sur le dos des agriculteurs, quoi. Et c'est un métier avec des professionnels formés. C'est long, une formation d'agriculteur. Entre le moment où on décide, où on a peut-être les moyens de le faire, de s'installer ou de reprendre l'exploitation, et le moment où on le fera vraiment, une formation de combien de temps ? Alors aujourd'hui, la formation, il y a des formations obligatoires et des formations non obligatoires. Alors, le socle de base national, c'est ce qu'on appelle le 21 heures. Donc c'est 21 heures de formation pure en collectif. Après, en 21 heures, on peut devenir agriculteur ? C'est bien le problème, c'est ce que je dis, obligatoire et non obligatoire. Et on a fait le choix, donc ça c'est la formation collective. Après il y a de la formation individuelle en fonction du parcours du jeune, en fonction de sa volonté, de son développement qu'il veut mettre sur l'exploitation. Donc on peut imaginer faire un stage de 2 mois dans une exploitation, refaire des stages en entreprise aussi. Ça dépend de si par exemple le jeune veut se lancer dans de la diversification, abattage, des choses comme, enfin pas abattage, découpe de viande et autres. On peut imaginer l'emmener dans une entreprise pour qu'il apprenne à découper de la viande tout simplement, ou faire de la réelle formation par rapport à ce dispositif-là. Et ça peut être très court comme très long, sachant que dans tous les cas, un jeune qui s'installe doit avoir un niveau bac au moins agricole. Donc il ne sort pas de rien, c'est-à-dire que le bac agricole, c'est au moins un bac plus, enfin c'est au moins un bac pro, donc c'est 3 ans de formation. Et après, ça peut monter au BTS, ingénieur, etc. Sachant qu'il faut savoir que le jeune qui s'installe aujourd'hui a un niveau d'études de plus en plus élevé. Donc on est à peu près à plus de 60% de jeunes qui s'installent avec un niveau bac plus 2 et supérieur. D'autant que maintenant il y a de nouvelles technologies, les technologies du numérique qui arrivent, et là ça suppose des connaissances supplémentaires. Oui, parce que ça bouge très très vite. Alors après, il y en a à prendre et à laisser, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune n'a plus le luxe de dire moi je touche pas à l'ordinateur, parce qu'il y a encore quelques années, on avait des jeunes, moi l'ordinateur c'est pas mon truc, c'est pas possible. Non, aujourd'hui, déjà c'est un moyen de nous simplifier la vie, clairement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on doit être capable de tout faire. Et c'est vrai que l'outil informatique bien pensé doit être capable de faciliter la vie de l'agriculteur. Béatrice Morand, comment on peut accompagner cette formation, par exemple, au niveau de la FDSEA ? Alors, au niveau de la FDSEA, on peut être un organisme de formation parmi tant d'autres. Il faut savoir qu'un exploitant agricole, au même titre que les salariés, cotise à un fonds de formation qui s'appelle le fonds Vivea.
donc les salariés agricoles cotisent chez FAFSEA. Et donc ce fonds de formation permet d'accompagner financièrement tout type de formation, donc qui soit dispensé par les chambres d'agriculture, par les FDSEA, par les JA. Dans la région, ici, on a ce qu'on appelle le CRFPS, qui est un centre de formation régional qui a été créé par la profession agricole il y a 50 ans. Ça existe aussi en Lorraine, vous avez la même chose en Alsace. Et donc ce sont des outils au service des exploitants agricoles et de leurs salariés. Donc en fait, un exploitant agricole, quand il s'installe, il n'a pas toutes les cartes en main, comme l'a dit Thomas. Bien souvent, il est au-delà d'un bac pro, qui est le niveau minimum pour un exploitant agricole. Et par conséquent, j'allais dire, à tout âge, on peut se former et aller chercher ce dont on a besoin. Donc on va créer des dispositifs de formation, des formations spécifiques pour piloter sa ferme. Et ça se crée de toutes pièces, des formations pour apprendre à aller faire du chocolat parce que j'ai envie de mettre une diversification chocolat sur mon exploitation. Enfin, on peut se déclarer organisme de formation et mettre en place des formations ad hoc pour les exploitants. Donc on peut être accompagné, par exemple, si on a décidé de valoriser ces produits, de les transformer dans l'exploitation. Parler du chocolat, évidemment, il n'y a pas de plan de cacao dans le Grand Est. Peut-être un jour avec le réchauffement climatique, qui sait. Mais on peut être aidé, guidé. Tout à fait. Le rôle de la profession agricole en général, c'est de s'assurer qu'il y ait des outils qui sont là pour accompagner le développement de l'agriculture en général. Et donc, le développement de l'agriculture en général, c'est vraiment la formation quand on est déjà installé. Et puis, la formation continue, ce qu'on appelle. Et puis, c'est de se dire, moi, il me manque, je vais être encore mieux gestionnaire, donc je vais apprendre à la gestion d'une entreprise, ce que c'est. Et puis, je vais me mettre en route. Et puis, je vais aller peut-être faire 1 ou 2 stages sur un logiciel informatique pour vraiment être en adéquation. Mais c'est aussi pour la profession agricole de veiller à ce que la formation initiale, dans les référentiels de formation initiale, il y ait l'adaptation nécessaire pour que les jeunes qui sortent de l'école soient au plus au fait de ce qui se passe aujourd'hui sur l'agriculture. Vous parliez du numérique tout à l'heure. La profession agricole, au-delà de faire son lobbying auprès des politiques aujourd'hui, et la foire de Châlons cette semaine, c'est ce qu'on a dit. N'oubliez pas la ruralité, messieurs, parce que la ruralité, c'est le numérique par exemple, et l'accès au numérique est hyper important pour l'agriculture de demain. Donc c'est ça la profession agricole, mais c'est de veiller que dans la formation initiale, et je pense au lycée de Somme Sup chez nous, c'est qu'ils soient performants pour expliquer tout ça à nos jeunes et faire les outils qu'il faut dans leur formation. Eh bien merci à vous deux de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV. Ce sera le mot de la fin de ce JT. Je vous retrouve demain à 11h sur Campagne TV. Très bonne journée.